Voilà. Oui. Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir et d'interviewer ce soir Karim Bourras, qui est l'auteur du livre Zéro Friction, et qui va nous présenter à la fois son parcours d'auteur, à la fois un petit peu le contenu de son livre, qu'est-ce qu'il a amené à écrire ce livre, qu'est-ce qu'il a retiré de cette expérience. Et puis le sujet de ce soir, c'était un petit peu comment utiliser son livre comme outil commercial, parce que Karim a eu voilà, pas mal d'idées. Il a vraiment fait de son livre un bel outil pour à la fois recontacter ses clients, pour attirer des prospects. Donc, on parlera de tout ça ce soir. Peut-être en 2 mots pour ceux qui suivront l'interview et qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Laurence Ortega, je suis coach d'auteur. J'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets, coachs, thérapeutes, consultants, experts, à écrire un livre pour mettre en avant leur expertise, leur expérience et la transmettre le plus largement possible pour voilà, impacter le lecteur et qui sait faire bouger un peu ce beau monde. Voilà, voilà. Mais on va commencer peut-être par une petite présentation de Karim, peut-être en quelques mots. Qui es-tu, que fais-tu? En quelques mots, je vais essayer. Merci Laurence. Merci de m'inviter. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Karim Bourras et en fait, à la base, je dirige une agence, un cabinet de conseil qui aide des industriels à générer du business. Donc, on les aide à avoir plus de clients en formant leurs équipes commerciales et en les accompagnant aussi sur la partie marketing. Voilà, je fais ça depuis depuis quelques années. J'ai eu un parcours d'entrepreneur où j'ai été freelance, puis une première agence, puis l'agence NIL que j'ai créée en 2013. Et dans les services qu'on propose, en fait, on a une approche qui est très centrée autour de ce qu'on appelle l'inbound marketing. Pour faire simple, c'est l'idée de dire qu'on est dans une démarche où on essaye d'apporter beaucoup de valeur ajoutée avant de peut-être d'embêter les gens avec des messages qu'ils n'ont pas sollicités. Donc, on crée beaucoup de contenu et ça… J'ai fait une bêtise. Voilà, c'est bon, je suis revenu. Désolée, j'ai fait une bêtise. Je voulais couper les bruits de fond et j'ai coupé tout le monde. Tout le monde. J'ai coupé tout le monde. Je suis désolée. Donc, bravo, c'est super. Donc, il va pouvoir expliquer. Donc l'inbound marketing, marketing. c'est un petit peu ce qui m'a amené à créer l'agence. C'était l'idée de dire qu'on essaye d'avoir un marketing qui est un peu plus vertueux en essayant, avant d'embêter les gens avec des emails, avec des SMS, etc., de produire des contenus qui permettent aux gens de nous trouver quand ils nous cherchent. Donc, la stratégie, c'est je réponds à des questions que mes clients potentiels peuvent se poser et ils vont me trouver grâce à Google, grâce aux réseaux sociaux, etc. Donc, tout ça, nous, on l'a packagé. C'est ce qu'on propose à nos clients industriels, c'est de faire en sorte qu'on les trouve au moment où le client les cherche. Ce qui voilà, était évidemment, pardon. Oui, voilà, ce que nous, évidemment, en tant qu'on est plusieurs à développer notre entreprise maintenant, là, récemment, en 2021-2022, où c'est un concept qui est beaucoup plus connu. C'est vrai qu'au moment où tu as lancé l'agence, ce n'était pas encore très, très développé. Et puis surtout, le monde de l'industrie est encore très, très, très old-fashion. Hein. Tu disais que Donc, on a une particularité, c'est que très tôt, moi, j'ai toujours cru un petit peu au fait d'être sur des niches. En fait, je trouve que c'est très compliqué d'aller se battre entre guillemets avec la concurrence quand on propose tous le même service et qu'on vise tous les mêmes. Et donc, très rapidement, dans mon parcours, j'ai spécialisé mon agence sur une niche qui est la niche industrielle. Au départ, j'avoue que je l'ai fait en me disant, tiens, il n'y a pas grand monde, il y a de la place, je vais être un peu tout seul. Et après quelques mois, j'ai vite compris pourquoi j'étais tout seul. C'était un secteur qui est très, très en retard sur la partie marketing. Donc, évidemment, ça n'intéressait pas la plupart des agences traditionnelles qui avaient beaucoup de mal aussi à s'adresser aux dirigeants de la PME industrielle qui demandent peut-être des choses un peu plus concrètes et un peu plus réalistes. Donc, on ne peut pas leur vendre du baratin, quoi. Et donc, c'est aussi ce qui m'avait plu, moi, chez les industriels, c'est que c'est des gens qui ont les pieds sur terre et qu'on ne peut pas leur vendre la soupe marketing habituelle. C'était un beau challenge, surtout qu'on y reviendra peut-être avant les PME industrielles. Tu avais travaillé aussi dans le monde des chasseurs. Ouais. Je ne sais pas si des fois je me fais des ennemis en disant ça. En fait, je vous dis, j'ai toujours cru j'ai toujours cru au fait d'avoir une niche. Et ma toute première agence, NIL, c'est ma 3e agence. La toute première agence, j'avais créé une agence qui était spécialisée sur les stratégies de communication des fédérations de chasseurs.
J'ai aucune affinité particulière avec l'achat, c'était par pur opportunisme. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec une première fédération et puis je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire là. Et donc, petit à petit, de fil en aiguille, on a travaillé avec le monde de la chasse en France, ce qui m'a amené, ça c'était assez marrant parce que j'ai un parcours, moi je suis un fils d'immigré, hein, pur produit de la ville. J'ai grandi dans la cité et je me suis retrouvé à crapahuter dans tous les coins de France, à visiter les fédés de chasse ou à me retrouver avec les dirigeants de la société de chasse à courre à Paris avec l'élite de la nation. Donc c'est assez marrant où les choses peuvent vous amener. Quand je dis l'élite de la nation, c'est parce qu'on retrouvait toute la noblesse française, des grands capitaines d'industrie, etc. Ceux qui connaissent la chasse, ils voient un peu de quoi je veux parler. Donc, j'ai pu côtoyer un peu tout ça. Et ça, c'est la magie de se spécialiser parce que les gens, quand vous êtes spécialisé, ben, ils vous voient comme moi, j'aime bien dire que j'aime bien être le scalpel du chirurgien plutôt que le couteau suisse du bricoleur. Et ça vous permet, ça, c'est quelque chose que je vous recommande si vous avez des activités de conseil. Plus vous allez être spécialisé, plus vous allez pouvoir aussi vendre vos prestations, vos conseils plus chers, en fait, parce que les gens vont venir vous chercher pour la spécialisation. Oui, c'est un très bon conseil, hein. D'ailleurs, moi aussi, c'est pour ça que je me suis spécialisée dans un type de livre, parce qu'il y a plein de coachs littéraires qui accompagnent, c'est vrai, les romans, les récits de vie, les biographies, les beaux livres, etc. Et je pense que c'est un bon conseil. Bon, la plupart d'entre vous ont déjà fait un travail pour essayer ils se sont fait accompagner par des coachs business qui les ont vraiment aidés à cibler et à être le plus précis par rapport à leur public idéal, enfin leur client idéal. C'est la même chose pour un livre. Moi, je dis toujours, vous devez essayer de définir le plus précisément possible quel est votre lecteur idéal et pas vouloir écrire pour tout le monde, même si ça n'empêche pas qu'on puisse écrire un livre pour une cible bien particulière et que ça intéresse d'autres personnes. Et moi, c'est un peu ce que j'ai eu quand j'ai commencé à accompagner Karim. Je me suis dit, oulala, le monde de l'industrie, c'est pas, a priori, je ne suis pas son lecteur idéal, ça ne va pas m'intéresser, mais au contraire, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui enfin, tu vas en parler un petit peu, mais ce que tu expères de faire vivre une expérience remarquable aux clients. Et en fait, ce principe-là fonctionne pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir des clients, donc en fait tous les entrepreneurs. Et donc on peut on peut toucher en fait malgré soi ou avec une vraie volonté un public plus large que le public initial, mais c'est vrai que c'est toujours important d'abord voilà, être le plus possible dans un marché de niche, et en tout cas par rapport au livre, de savoir précisément quel est votre premier public et celui auquel vous vous adressez, surtout si vous cherchez un éditeur, mais aussi en autopublication, parce que j'ai aussi prévu quelques questions pour Karim sur ce parcours de l'autopublication à 100%, puisque sur toi, ça avait été très très clair dès le départ. Ouais, c'est vrai. Que tu ne chercherais pas un éditeur, et on y viendra. Alors peut-être pour revenir à la genèse de pourquoi tout d'un coup tu t'es dit tiens, je vais écrire un livre. En fait, j'ai lancé, moi j'ai toujours été dans cette démarche d'essayer d'apporter beaucoup de valeur en amont, en fait. C'est-à-dire que dans la relation que je construis avec mes prospects, quand je cherche des clients, j'essaye d'apporter un maximum de conseils très tôt, sans chercher forcément à les vendre, à les facturer. Et donc, ça passe par toute la stratégie marketing de mon agence. C'est-à-dire que dès le début, on produisait, comme je vous disais, beaucoup de contenu. On a essayé d'apporter tout ce contenu-là. Et en fait, pour vous donner un peu le principe, c'est que typiquement, quand vous allez voir le site de la plupart de mes confrères, on parle souvent de nous sur le site Internet. Moi, mes solutions, mes services, mes clients, on met des beaux logos. Et la stratégie, c'est la stratégie inverse qu'il faut avoir. C'est-à-dire que moi, très tôt, sur le site de mon agence, j'ai essayé de produire des contenus qui répondent à des questions que les gens se posent vraiment. Donc ça, c'était la première étape. Et du coup, en suivant ce fil, en 2017, comme je suis un peu feignant et que écrire, même si j'écris assez facilement, mais pour m'y mettre, ça prend toujours beaucoup de temps. J'ai du mal à m'y tenir. Donc, quand je devais animer mon blog, entre guillemets, j'ai trouvé que c'était plus facile de le faire en enregistrant ma voix. Donc, j'ai lancé un podcast en 2017 qui avait exactement le même objectif, qui s'appelle Industrial Growth. Enfin, vous voyez le petit logo là, ici. Donc, j'ai fait ça avec mes moyens du bord. J'ai lancé un podcast où j'ai commencé à interviewer des dirigeants industriels une fois ou deux par mois. Ça a commencé tout doucement. Et je me suis très vite rendu compte en fait que ça avait beaucoup de valeur en fait, et que les gens qui écoutent, j'avais beaucoup de feedback positif de gens qui me disaient on n'entend pas souvent ces histoires-là, on n'entend pas souvent des dirigeants de PME Indus raconter comment ils ont construit leur boîte, les difficultés qu'ils rencontrent, etc. Et du coup, ça a alimenté cette stratégie un peu de produire du contenu.
Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, tout ce que j'ai amassé comme expérience, peut-être comme connaissance depuis toutes ces années, parce que je suis un autodidacte complet. Pour la petite histoire, j'étais un prof de chimie, moi, à la base. Je ne suis pas du tout issu du marketing. Voilà, j'étais enseignant dans la chimie pendant quelques années. Et du coup, j'ai monté, encore une fois, par pur opportunisme. Moi, c'est le goût de l'entreprise qui m'intéressait. J'ai tout appris tout seul. Et tout ce que j'ai appris, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de le compiler et d'en faire un bouquin. Sachant qu'aussi, j'essaye, ça c'est très prétentieux ce que je veux dire, j'essaye d'avoir une stratégie de personal branding. Je ne sais pas si ça vous parle, cette notion. J'essaye de me mettre en tout cas de brander ma propre personnalité, notamment sur les réseaux sociaux professionnels. Parce que quand vous êtes dans le conseil, ce que les gens achètent, finalement, c'est vous, quoi. Ils achètent de la relation avec vous, etc. Donc, voilà, j'ai essayé de soigner un peu l'image que je renvoie par rapport au contenu que je produis. Et on va dire, dans le mix du personal branding, écrire un bouquin, ça a l'air d'être quelque part un incontournable. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé un jour à me dire, tiens, qu'est-ce qui me permettrait aussi de me différencier de toutes ces agences qui vendent finalement la même chose que moi, qui ne sont pas moins bons que moi. Moi, je ne suis pas meilleur que les autres sur les services que je vends. Et je pense que le fait de sortir un livre, ça délivre une sorte d'autorité, en fait, en tout cas dans le secteur professionnel. Et c'est un peu ça que je cherchais, quoi. C'est de dire, tiens, un bouquin qui compilerait tout ce qu'on raconte sur notre blog et sur notre podcast depuis des années, et puis qui serait un peu un guide, un mode d'emploi que les gens pourraient utiliser et qui viendrait un peu parachever on va dire, mon œuvre autour du personal branding, si je peux dire les choses comme ça, quoi. Oui, mais on en discute souvent avec les auteurs et les gens qui participent aux ateliers et qui se demandent, tiens, est-ce que ce livre va vraiment… voilà, comment est-ce que je peux l'utiliser au niveau professionnel? Mais c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, ça nous donne une certaine… Ça donne une stature, hein. Moi, je l'ai vu tout de suite. Et je pense que moi très honnêtement, je sous-estimais un peu l'impact qu'un bouquin peut avoir, même si, parce que finalement, je n'ai pas eu l'impression, dans ce que j'ai raconté dans le bouquin, j'ai l'impression, moi, de raconter des choses assez basiques, en fait. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens qui l'achètent ou qui le lisent aujourd'hui, ils trouvent des choses actionnables, des choses intéressantes. Et ouais, ça a un impact qui est quand même, je trouve, en termes d'image. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui écrit un bouquin, quoi. Même s'il y a des gens certainement beaucoup plus calés que moi sur ces sujets, ils n'écrivent pas tous des bouquins, quoi. Donc, ça vous donne aussi un peu cette longueur d'avance en tout cas, que je cherchais à avoir par rapport, encore une fois, moi, il y avait un but de business derrière, même si je suis très, très fier d'avoir écrit un livre parce que je trouve que c'est pas, c'est un aboutissement aussi, c'est un achèvement de quelque chose, quoi. Oui, c'est clair, hein, il y a eu des moments un peu de up and down et tout, mais Ouais, moi, mon problème, ça a été la régularité un petit peu à la la fin. régularité, on va dire. Bon, après, on était aussi dans une période un peu troublée avec ce bon vieux virus, donc ça a un peu paralysé le business de pas mal de personnes, mais voilà, tu es arrivé, tu n'as pas lâché l'affaire et ce livre est sorti. Justement, je me demandais, tiens, comment est-ce que maintenant qu'on est à quelques mois après la sortie, quels ont été les retours de tes clients, en fait? Parce que tu dis, oui, effectivement, les gens tu avais l'impression d'écrire un peu des choses bateau, et on a souvent cette sensation quand on écrit des choses. Moi, je fais ça avec mon premier livre aussi, je me disais, ben, tout le monde sait quand même comment marche le monde de l'édition, tout le monde sait bien que pour se faire relire, il ne faut pas se faire relire par ses proches, par exemple. Enfin, je donnais des conseils que je trouvais qui étaient tellement évidents. Et en fait, j'ai été surprise, moi aussi, de me rendre compte que voilà, quand on écrit sur un domaine que nous, on maîtrise de A à Z, il y a des gens qui démarrent, en fait, pas de rien, qui ont simplement un petit peu moins de connaissances dans le domaine. On peut très vite les aider. Et toi, quels ont été les retours, par exemple, des clients qui connaissaient déjà? Est-ce qu'ils se sont dit, tiens, mais pourquoi il écrit un livre? Alors, paradoxalement, les clients, alors moi, bon, j'en ai pour en parler, mais j'ai envoyé le bouquin, j'en ai imprimé 300 exemplaires que j'ai envoyé à mes frais à plein de gens que j'avais listés, etc. Mes clients, je n'ai pas eu beaucoup de retours, paradoxalement. C'était assez surprenant. Ce n'est pas eux qui m'ont fait des feedbacks. Ce qui m'a le plus touché, c'est que depuis que j'ai sorti le livre, je reçois régulièrement des gens. En fait, c'est super marrant, notamment sur LinkedIn, des gens qui me suivent de loin, qui ont écouté une fois ou deux le podcast et qui m'envoient une photo du bouquin dans des endroits. Donc, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé en message privé mon bouquin à la plage. Cet été, j'en ai reçu une dizaine comme ça. Mon bouquin qui prend l'avion pour Stuttgart. Ouais, Karim, j'ai acheté ton bouquin, je vais le lire dans l'avion. Et souvent, des gens
notamment, il y en a deux qui sont des grands dirigeants, des dirigeants de grandes entreprises que j'avais essayé d'approcher, que je n'ai jamais touché. Et j'ai eu la surprise un jour de voir voilà, deux messages privés qui me disent Karim, je suis en train de lire votre bouquin dans l'avion en direction de… Je vais à Stuttgart, je ne sais plus où. Donc, c'est assez impressionnant la façon dont ça peut toucher les gens, même un bouquin qui est plutôt un bouquin business, en fait. Hein. Je ne suis pas dans un bouquin, on va dire, qui touche la personne, etc. C'est vraiment un bouquin de business, de recettes pour le business. Et ben, ça m'a permis de créer des liens, en tout cas d'arriver à toucher des gens que je n'avais pas réussi à toucher jusque-là, quoi. Et ça reste, quand on envoie le bouquin comme ça, et c'est un peu la stratégie que j'avais utilisée, je l'ai envoyé gratuitement à plein de gens, bah, du coup, c'est un beau cadeau, j'ai l'impression. C'est un peu le retour que j'ai eu, quoi. Donc, sur le bouquin lui-même, j'ai eu que du positif, des petits manques, des gens qui m'ont dit « Ah, tu aurais dû parler aussi de ça », donc ça m'a donné des idées peut-être pour un prochain bouquin, etc., des sujets que je n'avais pas couverts. Mais globalement, le retour que j'ai eu, c'est… ce qui me fait plaisir, c'est que c'est très, très facile à lire, que les gens trouvent que c'est très actionnable et c'était exactement ce que je cherchais, quoi, que le bouquin soit comme un guide, comme un mode d'emploi que je peux actionner dans mon entreprise. Et ça, j'ai l'impression d'avoir, en tout cas, par rapport au feedback que j'ai eu, d'avoir réussi au moins ce pari-là, quoi. Voilà, donc je pense aussi là qu'il met le doigt sur quelque chose de très important auquel en tout cas auquel moi j'accorde beaucoup d'importance, c'est d'avoir les retours de vos lecteurs qui collent avec en fait votre projet. Donc après, on peut avoir des retours super positifs de son livre en disant, je sais pas, ça m'a fait penser à ça, ou je réfléchis à ceci, ou je trouve que tu écris aussi bien que tel auteur célèbre, etc. Mais ici, ce qui est important pour Karine, le plus important, c'était que les dirigeants d'entreprises, de PME industrielles, les responsables du marketing et des ventes, voilà, puissent avoir un outil actionnable. Et donc, le fait que ce retour-là transparaisse, ben, c'est ça le plus important. Donc, très souvent, c'est pour ça que je mets toujours beaucoup d'importance sur le fait d'avoir du feedback de bonnes personnes, parce que sinon, vous allez avoir peut-être des retours qui vont vous faire plaisir, hein, pour l'ego, oh, c'est bien écrit, ou ça m'a touché, ou je ne savais pas que tu écrivais si bien, ou j'ai bien aimé la petite histoire que tu racontes sur ton vécu personnel. Mais en fait, ce n'est pas ça qui vous intéresse, enfin, en tant qu'auteur, c'est vraiment que le livre soit utile aux personnes que vous visez. Alors, évidemment, ça m'interpelle de dire que tu as fait ce mailing à 300 personnes et que finalement tes clients n'ont pas spécialement réagi. C'est vrai que moi, j'avais trouvé l'idée très bonne, en fait, de prendre son fichier client et de contacter. Maintenant, c'est peut-être encore un peu tôt aussi, parce que ça a eu lieu quoi au mois de… Ouais, on a fait plusieurs vagues d'envoi en fait, avec différents niveaux. D'abord des gens assez proches qu'on connaissait plus ou moins et que du coup j'ai utilisé le bouquin peut-être pour réactiver des conversations. Et puis là, on est dans une phase, le dernier envoi qui est parti la semaine dernière, c'est sur une liste de gens qu'on ne connaît pas du tout, qu'on avait identifié, qu'on a ciblé. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le bouquin pour engager une conversation avec la personne qui va le recevoir, quoi. Donc, tu leur envoies quoi? Une lettre d'accompagnement avec le livre? Alors, bon, le bouquin, c'est ça. Il n'est pas très gros. Alors, c'est vrai que si on envoie un bouquin de 1000 pages, ça coûte peut-être un peu plus cher. Et puis, j'ai joint un petit carton. Alors, ça fait très autopromo, mais derrière, j'ai mis un petit texte avec un QR code qui envoie sur une page. Et en fait, au-delà du bouquin, je leur propose un diagnostic. Donc, je propose aux gens, une fois qu'ils ont lu le bouquin ou même pendant la lecture, d'avoir une conversation avec moi de 3/4 d'heure où on fait un diagnostic de l'expérience client dans leur boîte industrielle et on leur délivre une sorte de feuille de route de ce qu'ils pourraient faire d'actionnable facilement en utilisant cette méthode. Donc moi, j'ai voulu brander en fait le truc et ce bouquin m'a permis d'essayer de packager une méthode que j'ai dû donc appeler la méthode zéro friction. Le but, c'est d'éliminer les frictions dans le parcours de vos clients. Donc, on a fait tout un branding autour de ça et ça, je trouve que ça a fait mouche aussi d'avoir un titre qui soit simple comme ça, zéro friction, ça parle bien. Et du coup, les gens utilisent ça. J'ai même eu des prospects qui ont compris, qui comprennent très facilement le principe, quoi. Zéro friction, ça parle de soi-même, quoi. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Néanmoins, peut-être tu peux expliquer en quelques mots un petit peu quels sont, parce que je trouvais que c'était intéressant, même s'il y en a beaucoup qui ont déjà un peu réfléchi à ce parcours-là, mais entre attraction, fidélisation, voilà, il y a un petit peu cette idée de friction, peut-être simplement, voilà, peut-être en quelques mots quand même. En fait, ouais, simplement, après, moi je l'ai appliqué aux boîtes industrielles, mais je pense que ça s'applique à tous les business, quels qu'ils soient. En fait, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans un secteur où il y a d'autres gens qui font la même chose que vous,
il y a de fortes chances que ce qui va vous différencier des autres, c'est l'expérience que vous allez offrir aux clients. Et je peux prendre un exemple très concret. Quand vous allez manger au resto, le fait que vous alliez recommander le resto à vos amis ou à votre famille, c'est parce que vous avez vécu une très bonne expérience. Et l'expérience en elle-même, ce n'est pas simplement bien manger, c'est ce qu'on attend tous d'un resto. Bien manger au resto, c'est la base, quoi. Si je ne mange pas bien, ce n'est pas une expérience intéressante. Mais au-delà de bien manger, c'est le contexte, c'est l'environnement, c'est le service, c'est les petites attentions qu'on peut porter au client pendant qu'il est en train de déjeuner. Et c'est la même chose dans l'industrie. Et j'explique à mes clients industriels qui sont des gens qui sont dans la technique, donc qui ont toujours tout misé sur l'innovation technique. Et pendant longtemps, dans l'industrie, quand on voulait aller chercher de nouveaux clients, on inventait un nouveau produit, on améliorait un produit existant et on essayait comme ça de prendre de l'avance sur les concurrents. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où tout le monde fait des très, très bonnes choses. Et du coup, tout le monde est déjà au top en termes de qualité des produits. Donc, si vous innovez sur le produit, vous n'allez pas aller chercher un gap de croissance qui est très important. Et donc, la grosse différence, elle est où? Elle est dans la relation que j'ai avec mon client. Si je me focalise sur l'élimination de toutes les frictions que peut rencontrer un client dans son parcours quand il achète mon service ou mon produit, je vais prendre une avance considérable puisque le client qui se souviendra de moi, le client qui va rester fidèle, le client qui va me recommander, c'est celui qui aura vécu une expérience, on va dire, extraordinaire ou en tout cas différente de celle des autres. Et dans l'industrie, très souvent, le problème mais c'est le cas dans plein de business, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de frictions dans le parcours, quoi. Par exemple, la friction que je peux rencontrer quand je cherche une information simple et que je vais sur le site de l'industriel et que je ne trouve pas cette information. En 2022, il y a tout un tas d'informations qui devraient être accessibles. Autre exemple, je veux demander un devis et la seule option qu'on me propose, c'est un vieux formulaire de contact. Je remplis ce formulaire de contact et puis je ne sais pas quand on va me répondre. J'ai une réponse peut-être, un de ces quatre. Et même le formulaire est parfois invivable à remplir, donc je ne le remplis pas. Tout ça, c'est des petites frictions qui, finalement, quand on les élimine, permettent de rendre le parcours du client beaucoup plus fluide, on lui facilite la vie. Et moi, par exemple, je dis à des clients, si vos clients aujourd'hui cherchent à vous contacter par WhatsApp ou par Facebook, pourquoi vous ne leur offrez pas cette possibilité? Et j'avais des clients en marketing qui me disaient, maintenant, à Facebook, on n'y va pas, c'est pour le B2C. La réalité, c'est qu'ils avaient des clients basés en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, chez qui le seul moyen de contacter un fournisseur, c'était Facebook Messenger. Et donc, quand ils ont actionné ça, ils ont commencé à recevoir des commandes par Facebook Messenger. Donc, l'idée, c'est comment je rends la vie du client la plus facile possible, à la fois dans la relation que j'ai avec lui, dans les points de contact que j'ai avec lui, et puis dans l'aide que je peux lui apporter quand il achète. Je prends un exemple, quand j'ai cherché un coach à me faire accompagner pour écrire le bouquin, parce que je ne me sentais pas capable d'écrire tout ça, j'avais besoin d'être cadré. Moi, je ne connaissais personne dans ce secteur, j'ai tapé dans Google. Et le fait que j'ai contacté Laurence, c'est parce qu'elle m'a inspiré confiance. Pourquoi? Parce qu'elle a mis en ligne plein de contenus qui donnent déjà plein de conseils, en fait. Et je me suis dit, tiens, elle a l'air de quand même savoir de quoi elle parle, par rapport à d'autres consultants qui étaient peut-être aussi très compétents, à d'autres coachs, mais qui avaient juste une page où, en gros, ils expliquaient qu'ils faisaient du coaching et que… et voilà, alors que sur le site de Laurence, j'ai déjà trouvé des conseils, j'ai trouvé plein de contenus, etc. Et ça m'a donné, pour moi, la confiance qui m'a permis de contacter Laurence, alors que je suis basé dans la Drôme, à Valence, et que Laurence est en Belgique. Je ne sais pas dans quelle ville, d'ailleurs, je ne connais pas du tout la Belgique, quoi. Et on ne s'est jamais vu en vrai quand même, c'est terrible. Ouais. Et moi, J'ai c'est le cas l'impression qu'on se parmi connaît mes bien clients. maintenant, mais en fait, on ne s'est jamais vu physiquement. Donc ça tombe, je fais 2 mètres, il faut 1,50 m, mais voilà, on ne sait pas. Donc voilà, tout le bouquin, il tourne autour de ça, de se dire comment est-ce qu'on construit une expérience remarquable pour ses clients quand on est dans l'industrie, comment est-ce qu'on peut éliminer les frictions, et on touche tout le parcours client. Ça veut dire que ça passe aussi par une élimination des silos dans l'entreprise. Il ne peut plus y avoir d'un côté le marketing, des commerciaux, le service client. Ces gens-là, ils doivent travailler ensemble. Et donc, il faut adopter des méthodes, des outils, des process qui permettent à ces industriels de tous s'orienter vers le client. Et alors même par exemple adapté au monde du service et des solopreneurs comme nous, comme la plupart de ceux qui sont en train de nous écouter, ça fonctionne aussi très bien, parce que c'est la même chose. C'est
comment est-ce que les gens peuvent prendre rendez-vous avec nous, comment est-ce qu'ils reçoivent une réponse rapide quand ils demandent aussi une offre. Il y a vraiment plein de choses. Comment est-ce qu'on les recontacte une fois que la mission est terminée, comment est-ce qu'on crée une communauté. Il y a beaucoup des conseils que tu as donnés que moi j'ai trouvé éclairants, même si j'ai bien compris dans les exemples que tu donnais que le monde de l'industrie avait quand même, pour certaines choses, était encore un petit peu en retard, notamment de ce système de silos qu'on voit encore, mais qu'on voit aussi encore dans beaucoup d'entreprises actuellement, pas que dans l'industrie pure, mais aussi même dans l'informatique. Parfois, moi j'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'informatique, où tu voyais que le département de la vente et du marketing n'était pas toujours 100% aligné. Et c'est vrai que c'est important de remettre le client au centre, de réfléchir à ce que le client veut et pas à ce que comment nous on veut travailler. Oui, donc Florentine demandera un replay pour ceux qui ont participé et qui doivent partir plus tôt. Je vous enverrai le lien, il n'y a pas de souci. Donc, on est plus ou moins à la moitié de l'heure. Vous savez qu'on va passer plus ou moins 1 heure ensemble. Donc, l'idée aussi, c'est que vous puissiez évidemment poser vos questions à Karim et que ce soit le plus interactif possible. J'ai encore évidemment quelques petites questions sous le coude, mais est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions à Karim, à la fois sur son métier, sur l'e-board marketing, sur faire vivre une expérience remarquable, ou bien tout simplement sur son parcours d'auteur? Peut-être vous remettre en galerie qu'on se voit tous. Il y a des questions, je vois que Christelle nous a rejoint aussi. Eva, bonsoir Eva. Je ne vous ai pas encore vu. Est-ce qu'il y a des questions pour Karine? Lucille, attends, tu peux mettre ta caméra peut-être? Pardon, ton son, excuse-moi. Donc, poussez sur le petit micro en bas à gauche. Sinon, je vais... Voilà, normalement, tu vas avoir un... Oui. Voilà, parfait. Voilà. Bonsoir à tous. Karim, j'aimerais que tu nous en dises plus par rapport au personal branding dont tu parlais. Vaste sujet, mais oui. L'idée, c'est de... c'est compliqué parce que c'est toujours, ça peut être pris comme quelque chose d'assez prétentieux. Et moi, j'ai mis longtemps à l'assumer, en fait, ce personal branding. Mais je pense que dans des métiers de service, c'est très, très important. Et en plus, encore plus quand on est dirigeant de sa boîte. Donc, moi, je me mets beaucoup en avant. Après, j'avoue, y prendre aussi beaucoup de plaisir. Mais dans ce que je mets en avant, je pense que le personal branding, c'est d'essayer d'incarner un petit peu ce qu'on vend en fait. Et moi, ma démarche, c'est plutôt de chercher à beaucoup aider, de faire avancer les choses. Donc, je partage énormément de choses. Et typiquement, si vous voulez réussir là-dedans, c'est de vous dire comment vous pouvez produire des contenus qui soient vraiment utiles pour ceux qui vont les lire, les visionner, les écouter, quoi. Donc, moi, je résumerai ça à ça. Un bon personal branding, pour moi, c'est des contenus que vous produisez qui vont vraiment aider les gens pour qui vous les produisez. Et donc, une façon très simple de le faire, c'est de se dire, quand vous êtes, par exemple, en discussion avec des clients, avec des patients, je ne sais pas comment vous les qualifiez en fonction de vos différents métiers, mais moi, par exemple, quand j'ai des discussions avec mes prospects, j'ai commencé comme ça, ou avec mes clients, il y a des questions qui reviennent fréquemment, en fait. Et souvent, c'est des questions dont on ne trouve pas facilement la réponse sur Google. En tout cas, on ne la trouve pas de la bonne source. Donc, si vous commencez rien qu'à produire des contenus que vous mettez en ligne sur les bons réseaux sociaux, par exemple, ou sur votre propre blog, ou sur votre propre podcast, vous allez commencer à... Je crois que c'est Philippe. Hein? Voilà. Ouais, donc, l'idée pour moi, le personal branding, c'est de se dire comment vous allez vous positionner, entre guillemets, en leader d'opinion. Et le leader d'opinion, ce n'est pas celui qui est le plus beau, qui parle le plus fort ou qui a la meilleure qualité de vidéo, etc. Pour moi, c'est celui qui apporte le plus de valeur dans les contenus qu'il va mettre en ligne. Vous voyez beaucoup de choses aujourd'hui sur les influenceurs, les gens qui postent, des créateurs de contenu. La réalité, c'est que dans beaucoup de cas, c'est du vide, en fait. C'est des contenus qui sont assez futiles. Par contre, quand vous commencez à produire des contenus vraiment pertinents, moi, ce que j'ai observé, c'est que les gens vous perçoivent vraiment différemment, en fait.
Et dans vos métiers, surtout si vous êtes dans des métiers de conseil comme moi ou de service, même si moi j'ai une boîte avec des salariés et que peut-être pour vous, vous êtes un peu plus solopreneur, c'est la même chose en fait. C'est que tout ce que vous faites au quotidien avec vos clients, vous pouvez en partager une bonne partie. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je vois que Sophie voulait réagir. Sophie. Oui, bonsoir Karim, bonsoir tout le monde. Quand tu parles du personal branding et en même temps dans le partage de contenu, d'un côté c'est se mettre en avant et de l'autre côté c'est pas se mettre en avant. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est parce qu'on a vécu une expérience qu'on veut partager ensuite, qu'on veut transmettre. Donc à un moment donné, on revient à soi. En fait, je pense qu'il faut juste que ça soit… moi, il n'y a pas de problème à se mettre en avant. Je me mets beaucoup en avant, mais je le fais toujours de manière où finalement, c'est mes contenus que je mets en avant. Alors, c'est moi qui les mets en avant. Quand je dis que je ne me mets pas en avant, je parle… moi, par exemple, par rapport à moi, je sais que ma cible ne sera pas intéressée par ma vie, en fait. Alors, ça peut être différent dans votre cas, Oui, mais je d'accord. partage des choses où je me dis à chaque fois que je vais écrire un truc ou que je vais enregistrer un podcast ou que je vais tourner une vidéo, parce que j'ai fait beaucoup de petites vidéos pour YouTube, etc. Je me dis, bon, OK, celui qui va voir ça, qui va entendre ça, qu'est-ce qu'il en tire en fait? Qu'est-ce qu'il y a pour lui? Et c'est un peu le fil conducteur. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que j'aime faire, c'est-à-dire que c'est de partager ce que j'apprends, c'est parfois partager des questions, ça peut être partager une expérience que j'ai vécue avec un prospect qui m'a dit un truc. Au début, j'ai commencé comme ça. Pour vous dire, au début, il y avait des questions que me posaient mes prospects ou des affaires que j'ai perdues pour des raisons que je trouvais débiles, en fait. Et je dis, mais le gars, mais il ne comprend rien, quoi. Et plutôt que de m'énerver tout seul, je faisais une petite vidéo en disant, ben, si vous êtes un responsable marketing industriel et que vous êtes dans cette situation-là, voilà ce que je vous recommande. Donc, je le transformais en contenu que je partageais, quoi. Parce que je savais que la personne que j'avais eue avant au bout du fil, elle faisait une erreur, et pas seulement parce qu'elle n'allait pas travailler avec moi, mais elle faisait une connerie, en fait, en choisissant peut-être le mauvais logiciel, la mauvaise démarche, ou d'investir sur un truc qui n'en valait pas la peine. Et je pense que pour moi, c'est ça le personal branding, c'est dire être capable de finalement d'être utile aux autres dans ce qu'on va produire. Et c'est ça qui fait à un moment donné que les gens vous repèrent, que vous avez de la valeur pour eux, que sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, en fonction d'où est votre cible, les gens vont commencer à vous écouter, à vous suivre. Alors, peut-être que dans nos métiers, on ne va pas avoir des millions de followers. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, moi, j'ai 8000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup si on considère que sur ces 8000, c'est beaucoup de dirigeants industriels qui sont ma cible principale. Et ça me suffit largement. Je ne cherche pas, enfin, tant mieux si j'en ai plus, mais aujourd'hui, ça me génère énormément de retours. Et pour vous dire, j'ai énormément aujourd'hui de business qui viennent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parcours du client, il n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce qu'ils vont voir une vidéo qu'ils vont venir vous voir. Par contre, ils cherchent quelque chose dans Google, ils tombent sur un article de blog que vous avez écrit. Ensuite, ils continuent à chercher, ils trouvent une vidéo que vous avez mise en ligne sur Instagram ou sur Facebook. Tout ça, ça contribue à créer de la confiance avec votre futur client, en fait. Et c'est ça qu'on cherche en faisant du personal branding. Ce n'est pas de se mettre en avant au sens je suis le plus beau, je suis le meilleur, suivez-moi, etc. C'est plus de mettre en avant son expérience, les contenus qu'on a et qu'on aime partager. Il faut que ça soit utile. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, merci. Oui, oui. Mais je rejoins Sophie aussi sur sa question, effectivement, que quand on est dans un sujet peut-être plus intime et qu'on partage des transformations, Caroline disait qu'elle veut partager son parcours de transformation, des choses comme ça. Bon, même Emmanuel, qui est dans le domaine plutôt de l'entreprise, il va par exemple parler de son parcours lui-même au sein d'une coopérative et comment il l'a vécu. Et même toi, Karine, tu as parfois raconté aussi des choses Ouais, des que petites tu as vécues au anecdotes. sein de l'agence. Donc, il y a quand même toujours une petite, je pense, une mise à nu aussi qui peut faire partie du personal branding, mais toujours avec l'idée, et là je rejoins Karine, de est-ce que c'est utile est-ce que c'est utile à mon client, à mon lecteur? Donc, en fait, se mettre en avant parce qu'on a besoin de s'épancher sur notre enfance malheureuse, oui, enfin, je caricature, mais oui, si ça peut être utile au lecteur qui du coup se sent en résonance et en empathie avec ce qu'il dit, non, si jamais vous, c'est uniquement parce que et idem pour vos succès, donc oui, mettez vos succès en avant à partir du moment où les lecteurs peuvent en tirer quelque chose, mais si c'est juste vous mettre en avant pour dire regardez comme je suis beau, je suis fort, j'ai tout réussi, et qu'en fait vous n'expliquez pas aux gens comment y arriver, mais de nouveau ce personnel branding là, alors il n'est pas juste. Donc j'aime bien ton idée de toujours dire qu'il faut aider, et
Et alors, on a quelque chose qui est très, très juste. Ce que je rajouterais aussi, c'est que tout le monde n'est pas obligé de le faire de la même manière. Donc, il y en a qui sont très à l'aise, comme toi, sur les podcasts, par exemple, ou en vidéo. Il y en a d'autres, la vidéo, ça les terrorise. Et donc, ne vous mettez pas toujours non plus en… Même si la vidéo apporte beaucoup, je pense que les gens aiment bien pouvoir voir quand même la petite tête de celui qui s'exprime, etc. Voilà, il y a chacun a ses médias. Et c'est bien aussi peut-être dans une certaine zone de confort, en tout cas au début, quand on commence. Voilà, c'est vrai. voilà, c'est la même chose. Le livre est un très bel outil. Parfois, il faut un peu apprivoiser sa peur de l'écriture et ça vient petit à petit, je pense. C'est ça. Moi, il y avait un peu de syndrome de l'imposteur, quoi. Quand j'ai fini d'écrire le bouquin que j'ai publié, il y avait un peu cette crainte, quoi. Je pense que tu n'es pas le seul. Hein. Je ne sais pas, ceux qui sont en train de faire leur petit parcours, là, si je vous remets tous en galerie, là, qui lève sa petite main de celui qui a eu le syndrome de l'imposteur ou qui l'a encore en écrivant son livre. Voilà. Hein, moi, je l'ai aussi au début. Je pense qu'on a tous… Oui, moi aussi au début, évidemment. Ouais. Et puis, une fois que le livre sort, ben, c'est beaucoup plus clair. Bon. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, j'ai encore quelques petites questions pour Karim, notamment à Caroline. Ouais. Oui, moi j'en ai une justement. Donc moi, Karim, bonsoir. Donc moi, non seulement je lance mon entreprise, et en plus j'ai écrit un bouquin vraiment au lancement de mon entreprise. Donc je suis un peu confrontée justement avec ce défi de communiquer. Et au vu voilà, des multiples réseaux qui sont à notre disposition aujourd'hui, je voulais justement profiter un peu de ton expérience pour voir ce que toi tu recommandes, parce que forcément il y a vidéo, il y a texte. Aujourd'hui, je pense que l'accent est quand même plutôt sur la vidéo plutôt que sur le texte qui prend plus de temps à être lu et qui est moins, on va dire, sollicité par les clients potentiels. Et puis voilà, les positionnements peut-être sur les réseaux, sur ton site, etc. Comment toi, tu as… Par rapport aux réseaux sociaux, pour moi, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a de fortes chances quand même que par rapport à l'audience que vous visez, il y a un réseau social privilégié. Moi, je suis par exemple sur des sites qui sont plutôt des dirigeants industriels, etc. Je mets le paquet sur LinkedIn. Alors, je suis présent sur d'autres choses, mais je publie finalement très, très peu sur les autres réseaux sociaux. Où je le fais un peu de manière automatisée, mais du coup, je n'ai pas vraiment d'impact. Il ne se passe pas grand-chose ailleurs. Donc, moi, j'ai fait le choix de LinkedIn parce que mon audience est sur LinkedIn aujourd'hui et qu'elle consomme les contenus sur LinkedIn. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà peut-être dans votre entourage, si vous ne savez pas où ils sont, c'est regarder les gens qui correspondent à votre cible. Voilà, est-ce qu'ils sont plutôt aujourd'hui présents sur Instagram, sur Facebook, sur machin, etc. Après, il y a plusieurs choses. Moi, j'aime bien être propriétaire, en fait. Ça veut dire que c'est important d'avoir son propre site ou son propre blog et d'avoir une sorte surtout si vous êtes dans la création d'une entreprise, d'avoir un nom de domaine sur lequel vous capitalisez un petit peu, quoi. Et donc, les contenus que vous produisez, prioritairement, vous les hébergez chez vous. Et ça peut être du texte, de la vidéo et plein de choses. Et ensuite, vous les diffusez et vous utilisez les réseaux sociaux comme un canal de diffusion. Ouais, c'est comme ça que je comptais le faire aussi. Plutôt avec du lien qui ramène toujours vers le site, justement. Idéalement, oui. Mais après, vous pouvez aussi avoir des stratégies spécifiques. Par exemple, sur YouTube, où vous allez produire vraiment de la vidéo spécifiquement sur YouTube. YouTube, c'est un énorme moteur de recherche. Et nous, on a sur certaines parties du business mis le paquet sur YouTube pour tout ce qui est plus lié à des logiciels. Comment faire telle chose sur tel logiciel, comment faire telle chose, etc. Ça marche bien, quoi. Et après, moi, je vais vous dire ma stratégie. J'ai une stratégie de feignant. C'est qu'en fait, il y a plein de formats qui marchent bien. Par contre, je sais que moi, écrire un billet de blog, j'adore le faire, mais si je dois en faire… il faut produire fréquemment du contenu. Si vous voulez avoir de résultats, il faut que vous ayez au moins 1 ou 2 fois par semaine un contenu qui est mis en ligne. Alors, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est à ce prix-là que vous allez avoir du résultat. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous avez peut-être déjà plein de contenu qui est prêt et qui est très facilement, qu'on peut très facilement mettre en ligne. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, à un moment donné, comme je n'arrivais pas à suivre le rythme de production, je me suis basé sur le podcast que j'enregistre en réunion Zoom comme aujourd'hui. Et ce podcast, donc j'interviewe des gens, on parle d'un sujet, ça me fait une longue vidéo de 30 minutes. Je le découpe en plein de petits extraits avec ce que j'appelle des snippets, des moments clés où la personne que j'ai invitée, elle dit un truc super intéressant, super important. Et ces petits contenus-là que j'ai découpés, je les diffuse sur les réseaux sociaux.
Et ensuite, je transcris le contenu de la vidéo sous forme écrite, ce qui me fait aussi un contenu écrit qui est indexable. Donc, en fait, ça veut dire qu'avec un contenu, vous pouvez avoir en fait un impact comme si vous aviez produit un mois de contenu, en fait. Et l'impact que ça a, par exemple, sur le podcast que je produis, là, moi, j'ai un podcast, j'enregistre les épisodes à l'avance. Donc, je cherche des gens, je les invite. Vous pouvez aussi le faire tout seul. Et si vous n'aimez pas vous montrer en vidéo, vous le faites qu'avec du son. Y a plein de… C'est très facile de créer un podcast, en fait. Il suffit d'un téléphone, un petit micro, une petite oreillette, et vous pouvez enregistrer votre propre podcast assez facilement. Et ce format-là, par exemple, il est assez intéressant parce que vous construisez un contenu principal et à partir de ce contenu principal, vous pouvez faire du contenu pendant presque un mois que vous diffusez sur les réseaux sociaux et qui repointe tous vers ce contenu principal. Et moi, c'est une stratégie qui nous permet finalement, quand j'ai du feedback des gens autour de moi, ils ont l'impression que je produis tous les jours des contenus. Mais en vérité, j'enregistre, comme je suis très feignant et que je suis toujours un peu à la dernière minute. Par exemple, cette semaine, je vais enregistrer 3 épisodes du podcast. Ensuite, je ne vais rien faire pendant quasiment un mois. Mais ces 3 épisodes de podcast, ils m'assurent quasiment 1 mois et demi de contenu. Et donc, du coup, je les enregistre à l'avance, je les diffuse, on les découpe. Il y a plein de petits outils qui vous permettent de faire ça vraiment sans trop perdre de temps. Et vous avez un focus sur un format principal qui vous sert de pilier pour tous les autres. Et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous n'avez pas le temps d'écrire, enregistrez le vocal. Enregistrer le son de ce que vous avez envie de raconter, quoi. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Juste pour peut-être, parce que je vois qu'il nous reste un petit quart d'heure, donc je vais revenir quand même un tout petit peu aussi sur le monde du livre et l'expérience. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ton cas, c'est que tu as fait le choix. Donc, en fait, si vous voulez vous procurer le livre de Karim, donc vous pouvez évidemment taper son nom, Karim Bourras, mais il y a aussi, voilà, je ne sais pas si on le voit comme ça, la page, donc sur mon site, il y a une page avec tous les auteurs que j'ai accompagnés. Donc, voilà, Karim Bourras, par ordre alphabétique, donc il est au début. Quand vous cliquez sur le portrait de Karim, vous avez un petit peu son histoire, son livre et où se le procurer. Il donne aussi toute une série de conseils voilà, que je vous invite à lire. Mais ce qui est intéressant, c'est où peut-on trouver le livre? C'est uniquement sur Amazon KDP. Donc, c'est vrai que j'avais envie de discuter un petit peu avec toi voilà, de ce choix que tu avais fait, de le faire sur Amazon, de le faire aussi en format Kindle, etc. Parce que voilà, tous les auteurs ne font pas ce choix-là. Moi, j'étais tout à fait… je t'ai poussé, encouragé, parce que je croyais vraiment à ce mode de diffusion dans ton cas. Je crois que c'était peut-être intéressant de partager avec ceux qui nous écoutent. Ouais, déjà, Amazon, pour moi, ça me paraissait incontournable parce qu'après, on aime ou on n'aime pas Amazon, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, quand j'achète un bouquin, la plupart du temps, je le trouve sur Amazon. Et souvent, je l'achète, alors c'est un peu paradoxal, moi, j'ai tendance à acheter les bouquins en 3 formats parce que je ne trimballe jamais avec moi. Je les ai en format papier parce que j'aime bien lire en papier. Souvent, je les ai en format aussi, quand j'aime bien un bouquin, je l'achète aussi en format numérique. Alors, ça fait beaucoup d'argent dépensé parce que des fois, je prends l'avion ou je prends le train ou je pars en vacances et je n'ai pas envie d'emmener 4 bouquins avec moi. Donc, je les ai sur un Kindle, là, sur une tablette. Et j'ai découvert depuis 3-4 ans les livres audio. Et pour moi, qui n'ai jamais le temps de lire, c'est vraiment été une révolution. J'ai lu plein de bouquins comme ça. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on les a lus, mais ça m'a permis de finir des bouquins que j'avais commencé, que je n'avais jamais fini. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous disais sur l'expérience. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien lire, des gens qui aiment bien écouter, il y a des gens qui préfèrent la tablette. Moi, je pense qu'il faut leur offrir les 3 possibilités, si on peut. Je n'ai pas encore fait le format audio, mais on devrait offrir les 3 possibilités en fonction de ce que les gens aiment bien. Et dans les commandes que j'ai eues, par exemple, il y a un peu des deux, beaucoup de papier, mais j'ai été assez surpris de voir que dans on va dire le peu de commandes que j'ai eues, il y a une bonne 20% des commandes qui sont des commandes Kindle numériques, quoi. Et après, sur le format de ne pas aller vers l'édition, bon, déjà, je trouvais que c'était compliqué de se faire éditer. Et en fait, moi, même si ça m'a pris un an, je n'avais pas envie de m'embêter avec des gens qui me donnent leur avis ou qui choisissent, etc. Donc, c'était aussi un choix peut-être on va dire, de confort. Et surtout par rapport au sujet, à l'objectif du livre, je me suis dit, je ne suis pas dans une démarche qui nécessite d'avoir le tampon de la maison Duno ou de la maison Hatier. Alors, je peux comprendre, hein, peut-être un prochain bouquin, je le ferai, mais je me disais, je n'ai pas besoin d'avoir même si ça donne peut-être un peu plus de prestance, là, d'avoir un éditeur qui a accepté de vous éditer.
je me suis dit, je vais être verrouillé, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux avec le bouquin, ça va être compliqué. Et moi, je voulais vraiment l'utiliser comme un outil pour engager des conversations avec des prospects potentiels. Donc moi, dès le début, ma stratégie, c'était d'écrire le bouquin et c'est de dire, de le mettre en avant. C'est le seul bouquin qui existe aujourd'hui à ma connaissance sur l'expérience client dans l'industrie. En tout cas, en français, je n'en ai pas vu d'autres. Et du coup, je l'ai envoyé à plein de gens qui avaient ce genre de mission en tête, des comptes que j'ai ciblés, avec qui j'aimerais bien travailler. Alors, je ne vous dis pas que les 300 vont devenir clients, mais la stratégie, c'était vraiment d'écrire le bouquin et de le distribuer pour partie gratuitement, soit à l'occasion d'événements, soit de m'en servir comme carte de visite pour avoir des occasions de faire le speaker, parce que je pense que ça aussi, on a l'occasion de parler devant un public, en général, c'est jackpot. J'ai eu l'occasion, moi, de parler devant, par exemple, une réunion du syndicat de la plasturgie. Ils ont réuni 600 industriels de la plasturgie. Ils m'ont donné un quart d'heure. C'était le quart d'heure le plus rentable de ma vie. J'ai signé 5 ou 6 clients à 100 000 ou à 80 000 euros chacun, quoi. Donc, j'ai été, je crois beaucoup à ça et le bouquin m'aide à faire ça. Ça me permet d'envoyer ça à des syndicats, à des organisations professionnelles qui vont derrière se dire, tiens, ce gars-là, il a écrit un bouquin, ça mérite qu'on l'invite sur notre événement, etc. Et c'est ça, ce conseil-là, il s'applique vraiment à tous vos secteurs. Enfin, je veux dire, voilà, Emmanuel pour les coopératives, Christelle autour de l'allaitement. Enfin, je veux dire, il y a vraiment moyen d'aller contacter. Toi, Rachel aussi, tu as eu pas mal de conférences grâce au livre, etc. Donc, c'est vraiment une… Et puis après, moi, je savais dès le début que ça n'allait pas être un best-seller. Je veux dire, je n'ai pas fait le bouquin en me disant je vais gagner de l'argent dessus, parce que bon, il faut être quand même modeste. Je veux dire, en vendre une centaine d'exemplaires, ça a dépassé toutes mes ambitions. Je vous dis honnêtement. Je pensais en vendre 3. Je me suis dit, qui c'est qui va aller acheter ce bouquin sur Amazon? Bon, il y a 100 personnes, à peu près 80, je crois, on est à 90, je ne sais plus, je n'ai pas regardé dernièrement. Je vous dis, je ne regarde même pas le nombre de ventes. En fait, je suis très content quand il y a des ventes, mais ce n'est pas pour ce qui nous reste à manger là sur le prix du bouquin qu'on va devenir riche. Donc, il faudra en vendre vraiment beaucoup. Donc, pour moi, l'investissement, alors c'est un investissement important, ça a coûté un budget quand même. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une société, donc j'ai fait porter ça en grosse partie sur ma boîte qui tourne déjà depuis quelques années. C'est plus facile pour moi. J'ai investi là-dessus, j'ai investi sur la promo du bouquin. On a une équipe derrière qui a fait beaucoup de marketing autour de ça. Et puis, je l'ai envoyé, ce qui a un coût non négligeable aussi, l'envoyer à 300 personnes, c'est pas, ça coûte un peu de sous. Mais en tout cas, derrière, j'ai un retour sur investissement qui va largement compenser l'investissement que j'ai mis, quoi. Au total, avec on va dire en englobant aussi l'accompagnement de Laurence, je crois que j'arrive à un budget qui est pas loin de 10 000 euros sur l'investissement autour de ce bouquin. Mais comme tu dis, il suffit de… Alors évidemment, c'est sûr que quand on fait du coaching à 50 € de l'heure, c'est plus difficile à rentabiliser, ça prend plus de temps. Mais c'est vrai que si on est dans du B2B ou ce que je conseille quand même à beaucoup de personnes qui sont dans le service aussi, de mettre en place des programmes d'accompagnement, on peut plus rapidement, enfin relativement rapidement, si on a des programmes à partir de 1 000 €, même de 500 €, on a 20 nouveaux clients grâce au livre et on peut avoir un retour. Sans compter toute évidemment la satisfaction personnelle et puis comme tu disais puis il y a des retombées qu'on ne mesure pas qui sont plus à long terme. Voilà, le fait de, je vous dis, moi là j'ai repris contact avec des boîtes. Il y a un héritier de la famille Bouygues là, avec qui j'avais essayé de discuter il y a 4-5 ans en arrière. Il m'a spontanément envoyé un message sur LinkedIn pour me dire, avec une photo du bouquin dans l'avion. Bon, ça m'a permis de réengager la conversation avec lui. Et donc là, je suis en discussion. On est en train de voir un petit peu si on peut les aider ou pas. En fait, vous ne savez pas trop quelles vont être les retombées, mais ce qui est sûr aujourd'hui, moi, c'est que c'était 10 000 € bien investis. Je n'ai aucun regret là-dessus, même si je n'ai pas encore tout rentabilisé. On a déjà ouvert des discussions commerciales, parce que c'est assez récent, qui font que si je signe un seul de ces clients, j'aurais déjà largement gagné mon retour sur investissement, si on raisonne en chef d'entreprise sur l'investissement bouquin. C'est vrai que par rapport à Amazon, parce que c'est souvent une question qu'on pose, on a beaucoup de débats éthiques autour d'Amazon, mais surtout moi je viens du monde de la littérature et il y a voilà, dans le monde des librairies indépendantes, etc., des éditeurs indépendants, enfin, il y a un vrai… c'est un vrai sujet. Un boycott d'Amazon, etc. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas en fait faire l'économie d'Amazon. Donc vous pouvez aussi… moi, ce que j'ai pensé à certains auteurs qui voulaient vraiment être très, très éthiques, par exemple, comme vous êtes auto-publié, vous avez le droit de mettre un peu le prix que vous voulez. Donc, il y en a, par exemple, qui quand on passe par leur site,
Il y a une petite réduction, par exemple, sur Amazon, c'est un peu plus cher. Donc, pour justement essayer d'encourager les gens à l'acheter plutôt… voilà, mais en même temps, Amazon fournit aussi un service très, très rapide. Voilà, il y a quelque chose de un peu magique et pour l'auteur, c'est zéro boulot. C'est vrai, le bouquin, on pousse sur le Ouais, moi, bouton, c'était surtout pour ça aussi, ouais, le fait mais de sans s'occuper de envoyer. rien. Et puis, il y a le moteur de recherche d'Amazon. Enfin, vous pouvez faire l'exercice vous-même. Si vous tapez sur Google, Amazon va apparaître en premier lieu. Donc, si les gens cherchent pas comment arrêter de fumer, par exemple, eh bien, si vous tapez ça, la première chose qui va apparaître, c'est les bouquins, comment j'ai arrêté de fumer, positionnés par Amazon. Donc, dans le cas de Karim, justement, c'est vrai qu'on se dit, ah, ben, tout ça pour s'en lire, mais sans PME industrielle qui cherche précisément quelque chose dans ce domaine-là, ben, il va remonter… Amazon va faire qu'il va remonter dans le moteur de recherche général de Google. Et donc, c'est vrai que de plus en plus, même si les auteurs, ça leur fait un peu mal d'être sur Amazon, je leur dis, on n'a vraiment pas le choix parce que, voilà, si les gens cherchent comment, voilà, par exemple, par rapport, je prends ton exemple qui est dans comment l'allaitement, comment ça se passe, etc. Si tu as écrit un livre sur le sujet, tu vas remonter plus haut que si on te cherche juste comme ça. Un pouvoir de référencement qui est beaucoup plus important. Après, on peut penser ce qu'on veut, mais ils offrent, quand on parle d'expérience client, je l'ai cité à plusieurs reprises dans le bouquin, Amazon, ils ont gagné grâce à ça. On peut critiquer, on peut dire que ce n'est pas bien, etc. Mais la raison pour laquelle Amazon est premier, c'est parce que vous n'avez pas d'équivalent d'un point de vue expérience du client aujourd'hui sur le niveau du service, en fait. Après, on peut… encore une fois, je ne porte pas de jugement sur comment ils arrivent à ce résultat-là, mais aujourd'hui, vous commandez un bouquin, dans certaines villes, vous l'avez l'après-midi dans votre boîte aux lettres, quoi. On peut se poser la question de savoir si on a besoin de l'avoir l'après-midi dans la boîte aux lettres, mais en tout cas, parfois, voilà, on trouve aussi des bouquins qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a ce côté-là qui fait que Amazon gagne parce qu'ils ont offert une expérience au client qui est juste d'un niveau qui n'est pas égalé aujourd'hui. Il n'y a aucune autre plateforme aujourd'hui en ligne qui offre ce niveau d'expérience. Ouais. Donc voilà, donc c'était, je vois qu'il est déjà 7h moins 5, on arrive tout au bout de cette heure d'interview. Donc je voulais aussi vous rappeler, donc, pour se procurer le livre de Karim, Zéro Friction sur Amazon. Je vous le conseille, même si vous n'êtes pas une PME industrielle, parce qu'il y a vraiment plein de petites pépites. Et puis, ça vous donne aussi une idée de voir justement de comment simplifier aussi un sujet qui peut paraître complexe pour un public qui partait un peu de zéro. Donc, il y a pas mal de livres graphiquement est très sympa aussi. Je trouve qu'il est très réussi, donc ça peut vous donner des bonnes idées. Grâce à toi. Quoi? Grâce à toi, il est très réussi. Oui, c'est vrai que c'était assez étonnant parce que moi, j'ai cru que Karim travaillerait avec sa propre agence, vu qu'il avait une agence de marketing. Mais c'est vrai que finalement, il a fait appel au service de ma sœur, qui est la graphiste avec laquelle je travaille pour les livres en autopublication. Et je pense que tu avais aussi envie de ne pas trop t'occuper de tout ça. Je n'avais pas trop envie de me casser la tête et j'avais un service clé en main, tu vois, avec une expérience client de très bonne qualité. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, je vous conseille le livre, en tout cas, de le renseigner à vos amis qui lancent une petite PME, qui se lancent comme start-up dans le monde industriel. C'est vraiment intéressant. De mon côté, si vous vous demandez comment démarrer l'écriture de votre livre, pour ceux qui nous ont rejoints et qui sont au tout début de l'aventure, je vous rappelle qu'il y a le séminaire que j'organise donc les 9 et 10 septembre prochains en Belgique, à Louvain-la-Neuve, à 30 minutes de Bruxelles, où on va vraiment être 2 jours, vous allez pouvoir démarrer l'écriture de votre livre, poser votre table des matières, écrire vos premiers textes et avoir le retour de mon équipe éditoriale. Et rencontrer les membres du cercle d'auteurs, dont un petit nombre sera présent ici. Sophie, Emmanuel, je pense, Caroline, je pense, était présente aussi, peut-être Odette, etc. Donc, c'est l'occasion de voir les gens en direct. Et pour ceux qui sont plus loin, qui ne se sentent pas encore prêts à faire le pas, n'hésitez pas à télécharger aussi. J'ai un guide pratique, les 5 questions à se poser avant d'écrire votre livre. Il y a déjà pas mal de contenu, on en parlait, de contenu qui, en tout cas, je pense, peuvent vraiment vous aider à démarrer l'écriture de ce livre. Voilà, donc je pense que, sauf s'il y a une question encore brûlante d'un des participants, je vous remets juste au niveau un petit mode, ça je vous vois tous. Est-ce qu'il y avait encore une autre question, Sophie, ou c'est encore ta petite main de tout à l'heure, ou c'est une nouvelle question? La petite main de tout à l'heure. C'est un petit bravo. En tout cas, moi, j'étais ravie d'accueillir Karim aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment avec toi, Karim. Merci d'avoir accepté de partager. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir.
ton expérience. Et donc, voilà, la prochaine interview, c'est Daniel De Wilde qui a écrit un livre sur le coaching régénératif. Donc, on va changer complètement d'environnement. Et le thème de la conférence, c'est sur les 4 animaux de pouvoir. Jaguar, serpent, aigle et... Ça y est, j'ai un trou, jaguar, colibri. C'est les 4 animaux de pouvoir et comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à la fois quand on coach nos clients par rapport à nous-mêmes dans notre vie et aussi comment faire appel à ces 4 animaux de pouvoir pour écrire. Donc, on va être dans tout à fait un autre sujet. C'est le 19 septembre, également un lundi à 18h. Donc, je vous retrouve tous avec plaisir. Karine aussi, pourquoi pas, pour cette prochaine interview. Voilà, je vous souhaite une Karim. bonne soirée. Merci, Laurence. Merci Karim, merci Bonne soirée. Laurence. Bonne soirée.